Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabio Costa, je suis ingénieur de solutions chez Akamai Technologies. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité des API à l'ère de l'IA générative. Donc très brièvement, je vais commencer par retracer l'historique de l'évolution des API et ensuite de l'utilisation de l'intelligence artificielle en cybersécurité. Donc ça, c'est pour poser le cadre. Et ensuite, je vais rentrer dans des cas concrets d'utilisation d'IA générative par les attaquants pour attaquer des API. Et ensuite, on va voir l'autre côté, c'est-à-dire la défense, comment utiliser l'intelligence artificielle du côté des défenseurs. Alors, l'évolution des API. On parle de plus en plus d'API. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est quelque chose de relativement récent. Et en fait, en réalité, les API existent depuis très longtemps. Déjà dans les années 90, on parlait d'API, sauf que la grande différence, c'est que c'était des interfaces privées. Elles étaient utilisées pour que les logiciels puissent dialoguer entre eux ou pour que les logiciels puissent s'interconnecter avec le système d'exploitation. Ensuite, on a commencé à exposer des API dans des réseaux privés. Ce n'est qu'à la fin des années 2000 qu'on a connu vraiment une explosion des API exposées sur Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu l'essor de ce qu'on appelle l'API économie. Donc, la volonté de faciliter au maximum les intégrations avec des systèmes tiers. Et donc ça a permis de créer beaucoup de nouveaux modèles économiques parce que tout simplement plein de systèmes différents pouvaient se parler entre eux. Ensuite, à partir des années 2010, 2015 et après la fin des années 2010, on a commencé à avoir une très forte hausse des attaques vers les API, ce qui est logique parce qu'à partir du moment où les API sont devenus des actifs très importants pour les services sur Internet et les services du monde réel, c'est tout à fait logique que les attaquants ont commencé à s'y intéresser. La sécurité des API, à cette époque-là, c'était encore un angle mort. Donc, on ne prêtait pas beaucoup d'attention à la sécurité. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu stratégique. Aujourd'hui, on utilise des API pour des services qui sont extrêmement sensibles. Et donc, ça devient incontournable de protéger les API de façon appropriée. Par ailleurs, de façon paradoxale, à cause ou grâce à l'intelligence artificielle, on pense que la sécurité des API qui sont exposées sur Internet, elle va en réalité se dégrader initialement, tout simplement parce que les développeurs, ils vont commencer à utiliser du code généré par l'IA et publier donc des applications avec ce code sans trop faire attention à la sécurité. Donc on pense que ce type de modèles de développement vont en réalité initialement affaiblir la sécurité des API exposées. Et donc, raison de plus pour avoir des outils qui sont en face des applications qui permettent de protéger les API. Maintenant, parlons de cybersécurité, justement. Quelle est l'évolution de l'intelligence artificielle en cybersécurité? À la fin des années 90, la détection par les systèmes de sécurité était encore assurée principalement par de la détection de signatures. Donc, on pense par exemple, à l'exemple le plus simple, c'est les antivirus. Ils utilisaient encore des signatures, des bases de signatures pour reconnaître les virus qui existaient dans le monde. Pas forcément sur Internet, d'ailleurs, à l'époque, tout le monde n'était pas connecté. C'est à la fin des années 2000 et au début ensuite des années 2000 qu'on a commencé à voir des techniques plutôt d'analyse comportementale qui sont devenues après beaucoup plus courantes à la moitié des années 2000 et début 2010, on va dire. Donc, analyse comportementale qui consiste à analyser plutôt les actions qui sont réalisées par des individus ou par des systèmes et pas seulement chercher des signatures. Donc, c'est quelque chose qui est plus évolué. À la moitié des années 2010, on a poussé ces techniques plus loin avec le machine learning. Donc, le machine learning a permis de vraiment rendre ces détections beaucoup plus avancées, beaucoup plus sophistiquées et surtout l'essor du big data a permis d'alimenter les systèmes
de machine learning avec énormément de données pour qu'ils apprennent en fait à identifier les attaques et les menaces au sens large de façon beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, donc on va dire à partir de la fin des années 2010 jusqu'à actuellement, on a poussé ces techniques plus loin et surtout, on peut dire que pratiquement n'importe quel système de sécurité aujourd'hui intègre au moins un modèle d'intelligence artificielle. On ne peut plus faire sans et les systèmes modernes ont en général plusieurs modèles spécialisés pour chacune des tâches qu'ils doivent réaliser. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait par rapport aux API? Donc, on se rend compte que si on met les deux choses ensemble, donc la sécurité des API est devenue quelque chose de stratégique et on doit donc les protéger, y compris par rapport aux attaques qui sont rendues possibles par l'intelligence artificielle, et on doit les protéger avec des techniques d'intelligence artificielle. Pourquoi aujourd'hui c'est encore plus stratégique qu'avant, même qu'il y a 2 ans ou 3 ans? Alors, par simplicité, je vais citer 3 facteurs. Donc, le premier, c'est évidemment l'explosion des API, parce que on a des API pour tout aujourd'hui, pour se connecter avec des partenaires, pour faciliter la création d'extensions par des développeurs, pour des applications mobiles, pour des microservices, des objets connectés. Donc, les API sont vraiment partout et elles vont croître encore davantage. Le deuxième facteur, c'est que comme les API sont partout, il y a de plus en plus de services sensibles qui sont exposés par des API. Donc, on peut penser au paiement, on peut penser à la gestion des dossiers médicaux. Aujourd'hui, on peut contrôler des voitures avec des API aussi. Donc, on se rend compte que assurer la sécurité de ces API devient extrêmement important, parce qu'il y a un impact sur le monde réel, on n'est pas seulement sur du virtuel. Et bien évidemment, il y a de plus en plus de données sensibles qui sont véhiculées par ces API. Presque toutes les API véhiculent des données sensibles en réalité aujourd'hui. Au moins une adresse mail, par exemple, pour un login, ou une adresse physique, ou des coordonnées bancaires, ou voilà, n'importe quelle information qui peut être confidentielle au sens d'une entreprise. Et donc, comme il y a de plus en plus de données sensibles, bien évidemment, les autorités de réglementation s'y sont intéressées aussi. Et donc, il y a une certaine pression en termes de compliance, donc en termes de conformité réglementaire. Si on pense au RGPD, on pense à la directive NIS 2 européenne, ou encore par rapport à certains secteurs spécifiques, DORA pour la finance, IPA pour la santé. Donc, toutes ces normes-là, où toutes ces certifications s'appliquent bien évidemment aux API aujourd'hui, parce que les services sensibles sont fournis par les API. Et il ne faut pas oublier que les API sont aussi au cœur de l'IA générative. On l'a vu dans la session plénière il y a 1 heure. Les systèmes d'intelligence artificielle générative communiquent avec les utilisateurs via des API, que ce soit des API web ou avec des applications mobiles. Et les systèmes d'intelligence artificielle générative apprennent aussi en inspirant le maximum de données, souvent grâce à des API. Et encore, je n'ai pas parlé de l'intelligence artificielle agentique qui poussera encore plus loin l'utilisation des API. Parce qu'à partir du moment où on a des agents d'intelligence artificielle autonomes, pour se connecter avec d'autres systèmes, donc pour réaliser des actions de façon autonome, ils ont besoin d'API. Donc maintenant qu'on a posé le cadre, voyons comment l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative, peut être utilisée par des attaquants pour attaquer des API. Le premier constat, c'est que l'intelligence artificielle permet aux attaquants déjà d'accéder plus facilement à des connaissances pour attaquer des API, et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc il y a moins de barrières pour devenir attaquant. Aujourd'hui, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup en cybersécurité peut devenir un attaquant tout simplement en posant des questions à un chat, donc à un système conversationnel. C'est comme si on avait un expert en cybersécurité à côté de nous, toujours disponible, et en plus à moindre frais, parce que ça coûte pas cher. Donc moins de barrières. Et ensuite, ça permet de réaliser les différentes phases d'une attaque de façon plus simple et donc plus rapide.
La première phase d'une attaque, c'est la reconnaissance. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut étudier la surface d'attaque d'une victime plus facilement. Et ensuite, une fois qu'on a décidé qui on veut attaquer et comment, les attaques peuvent être plus efficaces grâce à l'intelligence artificielle parce qu'elle peut analyser un contexte, elle peut donner des recommandations, elle peut adapter aussi les attaques en fonction des réponses de la victime. Essayons de voir maintenant un peu plus en détail comment ça fonctionne et je vais vous donner vraiment des exemples concrets. Donc on va commencer par la reconnaissance à la découverte de la cible. Ici, je me suis amusé à interagir avec le chat d'IA générative le plus connu au monde, donc ChatGPT tout simplement, donc vraiment celui qui est à portée de tout le monde, et j'ai essayé de l'utiliser pour développer des attaques contre des API. Bien évidemment, il y a des protections. Normalement, il n'est pas censé recommander des choses malveillantes, mais en fait, c'est très simple de finalement obtenir des informations. Ici, à chaque fois, j'expliquais que j'étais un professeur universitaire ou un hacker éthique, donc j'avais besoin tout simplement de trouver des exemples. Et donc, voilà, il commence à répondre sans problème quand on utilise ce type d'introduction. Donc, j'ai demandé quels sont les meilleurs outils, les meilleures technologies pour attaquer une entreprise en particulier. Je ne vais pas la citer ici parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'ai choisi une cible. Donc, ChatGPT a commencé à me donner des informations sur déjà le cœur de métier de cette entreprise. Donc, supposons que je ne le connaisse pas. Donc, il me dit, voilà, c'est une entreprise qui permet de envoyer, recevoir des paiements. Et donc, il y a certainement des API qui sont utilisés pour des transferts financiers, des API entre ce service et des sites de e-commerce. Donc déjà, ça peut me donner quelques idées. Bon, ça reste encore très générique. Ensuite, il commence à me parler de technologie. Voilà, il y a des chances que cet acteur utilise des API REST parce que c'est les API les plus communes aujourd'hui et probablement OAuth 2 pour l'authentification. Chose plus intéressante, il commence à me donner des ressources. On peut l'utiliser comme un moteur de recherche aussi. Donc, il me donne des liens vers le portail des développeurs, donc la liste des API qui est exposée par cette entreprise, en tout cas les API publiques, et la documentation. Maintenant, comme je veux utiliser des outils automatiques pour analyser ces API, moi je veux obtenir un fichier Swagger ou OpenAPI. Comment je fais? Donc je lui demande, il me dit en fait si cette entreprise ne fournit pas ces fichiers, tu peux tout simplement copier la documentation, l'envoyer vers un autre système et tu obtiendras ton fichier Swagger. Très bien, donc ça me permet d'aller un peu plus vite. Et autre chose intéressante, ChatGPT me dit sache que cette entreprise a été attaquée récemment. Il y a eu une attaque contre une API avec la technique, avec une menace de type BOLA. Donc BOLA, ça signifie tout simplement qu'il est possible d'accéder à des propriétés d'un objet, donc des informations potentiellement sensibles ou confidentielles, sans avoir l'autorisation. Donc on arrive à détourner les mécanismes d'autorisation. Et l'impact, c'est qu'on peut procéder à une violation de données, à une fuite massive potentiellement. Donc voilà, ça me donne des idées aussi. Donc je lui ai posé d'autres questions. Est-ce que tu as plus de détails sur cette attaque? Et donc ChatGPT commence à me dire comment réaliser une attaque BOLA. Tu peux prendre une API, par exemple, les transactions financières, et quand tu as la commande /transaction, après il y a l'argument transaction ID, tu peux essayer de modifier cet argument, par exemple. Donc ça reste quelque chose de simple, mais ça me donne des idées. Donc là, on voit que ChatGPT m'a vraiment aidé dans la phase de reconnaissance. Là, je n'ai pas commencé à attaquer, je veux juste étudier la surface d'attaque. J'ai pas mal d'idées. Maintenant, je vais aller plus loin, je veux concevoir une attaque avec ChatGPT. Donc, j'ai choisi ma cible, j'ai choisi éventuellement une API qui me paraît assez intéressante. Je prends la définition de l'API en Swagger ou sinon tout simplement j'enregistre un échange réel et je regarde quel est le format des requêtes envoyées pour cette API plutôt, et je donne ça à ChatGPT. Donc encore une fois, je dis je suis un hacker éthique, bien évidemment, je ne fais rien de dangereux, je vois qu'il y a des calls API de ce type-là, est-ce que tu peux me donner des idées?
Et là, il me dit, ah bah certainement, tu peux essayer de changer, par exemple, le champ bearer auth qui véhicule les informations d'autorisation et d'authentification. Tu peux essayer de changer le product ID, les quantités de produits. Donc j'essaye, ça marche pas. Bah, bien évidemment, c'est pas aussi simple. Donc je lui dis, écoute, j'ai essayé, mais est-ce que tu as des techniques un peu plus avancées parce que là, c'est pas suffisant. Et là, il me répond, ah bah bien sûr, tu peux essayer du mass assignment. Donc par exemple, tu peux essayer de rajouter des arguments qui ne sont pas là normalement dans les requêtes, mais peut-être que s'il n'y a pas de garde-fou, ça va marcher. Donc essaie de rajouter l'argument isadmin et le mettre à yes ou mettre un prix. Arbitraire, ou sinon commencer à utiliser des entêtes HTTP Corse. Corse est une technologie qui permet de régir quelles sont les relations entre les sites web et les API qui sont utilisées par ces sites web. Donc, je peux essayer de contourner ce type de règles. Ou encore, je peux essayer de jouer avec SQL. Donc, plein d'exemples. J'ai vraiment beaucoup d'idées. Autre idée intéressante, essayer de prendre la propriété quantité et mettre un chiffre très élevé. Peut-être que tu vas causer un bug. Peut-être que ça va te permettre d'accéder à des choses intéressantes. Et j'ai aussi du code JSON. Donc, c'est pas seulement en langage naturel, mais j'ai également les éléments un peu plus techniques qui me permettent en fait d'accélérer cette phase d'attaque. Et donc, maintenant, on a vu la phase de reconnaissance, j'ai étudié la cible. Ensuite, j'ai défini une stratégie d'attaque. Maintenant, je veux l'exécuter. Et là, rien de plus simple, je demande à ChatGPT, donne-moi du code en fait, qui réalise cette attaque automatiquement. Comme ça, je peux attaquer plein d'API, pas seulement me focaliser sur une seule. Je ne veux pas continuer à la main. Je veux faire en sorte que ce soit rapide, que ce soit automatisé. Donc, encore une fois, je suis un professeur. Je veux montrer un exemple de code Python pour faire telle ou telle chose. Et bien, j'obtiens mon code Python sans aucun souci. Et tout ça, attention, c'est avec ChatGPT, qui est le système le plus commun et celui qui est censé avoir certains garde-fous. Donc, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, mais vraiment beaucoup plus loin si on se balade sur le dark web. Parce que là, on peut accéder à beaucoup plus d'outils avec les noms les plus intéressantes qu'on puisse imaginer. Donc, c'est assez fantaisiste, c'est assez marrant. Donc, WormGPT, FraudGPT, voilà. Il y a beaucoup d'outils qui permettent en fait de réaliser des actions malveillantes sans aucun garde-fou. Ils ont même été entraînés pour ça, pour écrire du code malveillant, pour créer des outils de hacking. XXXGPT permet même de déployer des bots avec une personnalisation basée sur l'IA. Donc, encore une fois, ça permet d'aller plus vite, ça permet de faire les choses plus simplement, même quand on n'a pas les compétences. Donc, si on retrace maintenant l'histoire des technologies utilisées en cybersécurité, je pense qu'on est vraiment à un tournant aujourd'hui. Si je simplifie un petit peu, il y a 40 ans, on avait des virus sur disquette. Il y avait peu de réseaux, ils étaient lents. La plupart des actifs à protéger étaient privés. Dans les 20-30 dernières années, il y a eu l'essor de l'Internet grand public, des réseaux de plus en plus performants, plus d'automatisation de la part des attaquants, beaucoup de ressources critiques qui ont commencé à être exposées sur le web, directement ou indirectement. On a vu apparaître de belles technologies de défense comme les WAF, donc les firewalls applicatifs, les SIEM, les XDR. Ça a été une révolution. Donc on est dans la case de milieu dans cette image. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution, tant pour les attaquants que pour les défenseurs. Je pense qu'on peut aisément comparer cette révolution à celle qu'on a vécue avec l'apparition d'Internet il y a 30 ans. Donc on en est vraiment là. Et donc, nous sommes ici. Il faut aussi penser maintenant à appliquer de nouvelles techniques de défense parce que sinon, le risque, c'est de devenir trop faible par rapport aux attaquants qui deviennent si efficaces. Et maintenant, on va parler de défense, justement. Comment utiliser l'intelligence artificielle au service de la défense? On se met de l'autre côté. Quand on parle de sécurité des API, souvent quand je parle à mes clients, je me rends compte qu'il y a 4 défis essentiels que vous voyez à l'écran. Le premier concerne les données. Déjà connaître ces API.
La plupart du temps, on ne connaît pas toutes ces API, tout simplement parce qu'il y a toujours un développeur qui a exposé une API, on n'est pas au courant. Un partenaire, peut-être, il a fait pareil. Donc, il y a beaucoup d'API qu'on appelle shadow. On ne les connaît pas. Elles sont un peu clandestines. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est éviter d'avoir des faux positifs. Quand on parle de sécurité API, on parle de sécurité forcément comportementale. On n'est pas sur des technologies comme le WAF, ou pas que. On doit vraiment suivre plutôt le comportement des clients API pour comprendre s'ils essaient de contourner la logique business des API. Et donc, le risque, c'est d'avoir beaucoup de faux positifs. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait moins de faux positifs? Sinon, ça ne sert à rien d'avoir ces systèmes. Et troisième défi, la priorisation. Comment faire en sorte qu'on ne soit pas submergé d'alertes? Parce que là aussi, si on allume un système de protection contre les API, souvent, on peut avoir des milliers d'alertes. C'est ingérable, ça ne sert à rien dans ce cas. Donc, il faut savoir se concentrer sur les bonnes alertes, sur les alertes qui sont vraiment importantes. Et quatrième défi, les réactions. Une fois qu'on a déterminé les alertes qui sont importantes, comment réagir, comment corriger le problème, comment mener les bonnes actions. Voyons comment l'IA peut nous aider dans ces 4 phases. Je commence par les données. Ici, la problématique, c'est comment identifier le trafic API, comment connaître ces API, comment dresser un inventaire de ces API. Donc, certains d'entre vous me diront, on a une API Gateway, certes, sauf que l'API Gateway, elle connaît les API que vous connaissez. Le but, c'est aussi de connaître celles que vous ne connaissez pas. Donc, celles qui sont un petit peu illégitimes, clandestines, qui n'ont pas été déclarées, mais qui pourtant sont là et qui peuvent exposer des données sensibles de votre entreprise. Donc, le premier défi, c'est traiter une grande masse de données de trafic pour identifier où sont les API là-dedans, même celles que vous ne connaissez pas. Et ensuite, regrouper ces données de trafic, ces requêtes HTTP, ces réponses HTTP pour arriver à déterminer quels sont les endpoints des API et découvrir la relation entre ces endpoints. Donc chez Akamai, on a un produit qui s'appelle API Security qui réalise toutes ces activités et on a résolu ce problème de découverte grâce au clustering. Donc on utilise du machine learning pour regrouper les requêtes HTTP, arriver à trouver des points en commun. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple, vous voyez plein de requêtes vers un chemin d'accès qui est à chaque fois différent. Donc, slash message, slash hello, et après, il y a des arguments. Donc, notre système, de façon automatique, comprend que tout ce qu'il y a après hello, c'est des arguments. Et donc, dans cet exemple, on n'a pas 3 endpoints, on a un seul endpoint. C'est juste que l'URL continue après, il y a des arguments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le clustering. C'est un exemple extrêmement simple. Ça peut être beaucoup plus compliqué parfois de déterminer que 2 calls API représentent en réalité des calls vers la même API. Il faut un système expert pour ça. Il faut du machine learning. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le clustering. Deuxième exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle, apprendre automatiquement quelle est la relation entre les endpoints, donc ce qu'on appelle les call flows, quelles sont les séquences qui sont utilisées habituellement par les utilisateurs pour accéder aux API. Donc, on arrive à dire, par exemple, il y a une relation entre l'API de sign-up, donc d'enregistrement, celle de login, d'authentification, et le forget password, reset de mot de passe. Et donc on apprend que les trois sont corrélés. Alors, dit comme ça paraît évident, certes, sauf qu'on peut avoir des API qui sont beaucoup plus complexes et on ne veut pas faire ce travail-là à la main. On veut que le système de protection l'apprenne tout seul. Parce que s'il apprend tout seul, après, il est capable de dire « Ah, attention, là, je vois plutôt un comportement qui n'est pas normal, je vois des anomalies. » Parce que les calls, ils sont faits dans un ordre complètement différent, où il y a un utilisateur qui se log une fois, mais après, il envoie un call vers forget password 40 fois, vers d'autres utilisateurs. Donc voilà, tout ça, c'est pas normal. Donc pour arriver à identifier ces menaces, il faut déjà comprendre quelle est la relation entre les endpoints et comprendre quelles sont les séquences. Donc tout ça, c'est du machine learning aussi. Voilà donc pour le premier défi, arriver à extraire des informations utiles à partir d'une masse de données colossale qui permet d'alimenter ce système. Deuxième défi, les faux positifs. Comment éviter qu'on soit submergé de faux positifs, sinon le système il ne sert à rien. Il faut savoir si une alerte est vraie ou fausse. Si elle est fausse, il faut l'écarter. Il faut aussi comprendre pourquoi elle a été déclenchée et il faut fournir des preuves pour enquêter. Donc une alerte, elle est utile quand elle fournit des informations ensuite pour aller plus loin.
Je vous donne un exemple ici, exemple réel de notre système d'API Security. On peut supprimer des faux positifs en comprenant le contexte des requêtes. Donc, vous voyez à gauche une attaque, c'est une injection SQL. On voit du select, from, donc des mots-clés typiques de SQL. Ça, c'est une réelle attaque. À droite, on voit les mêmes mots-clés, select, from, pourtant, ce n'est pas une attaque. Et notre système est capable de dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se rend compte qu'à droite, tout simplement, un utilisateur est en train de converser avec un chatbot et il lui demande d'améliorer du code SQL. Donc, c'est pas une attaque. C'est juste qu'il parle SQL en fait, et c'est normal qu'il parle SQL dans ce contexte. Donc nous, on utilise beaucoup d'indicateurs pour alimenter un système de machine learning. Le user agent, la réputation de l'adresse IP, le fait que normalement, dans ces calls API, on voit de façon intermittente des commandes SQL, le fait qu'il y a du langage naturel. Donc tout ça, ça permet au système de comprendre automatiquement qu'à droite, ce n'est pas une attaque. Et donc si on étiquetait ça comme une attaque, ce serait un faux positif. Grâce à ce système de machine learning, on a pu améliorer la précision de nos détections de 77% à 99%. Donc, c'est une amélioration qui est considérable. Donc, on est passé d'un prototype à quelque chose en production qui fonctionne très bien. 99%, c'est plutôt un bon taux. Troisième défi, la priorisation. Donc, on a les données, on a supprimé les faux positifs, mais malgré tout, on risque d'avoir beaucoup trop d'alertes. Comment s'en sortir? Si on a trop d'alertes, on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas lesquelles sont vraiment utiles, sur lesquelles il faut intervenir. Donc, quelles alertes sont vraiment importantes et est-ce qu'il y a assez de contexte sur l'impact business de ces alertes? Avec API Security, on attribue un score de confiance. Encore une fois, c'est du machine learning. Donc, pour chaque alerte, on peut dire celle-ci, elle est fiable ou elle nous paraît suspecte. Enfin, on pense qu'il y a une anomalie, mais on n'est pas vraiment sûr. Donc, quand vous voyez 99%, voire 100% de score de confiance, là, vous savez que c'est une alerte qui mérite d'être prise en compte. Ensuite, on attribue une criticité à chaque alerte. Low, medium, high. Et donc, avec ces deux simples paramètres, le score et la criticité, déjà, on peut isoler facilement les alertes importantes. Si j'ai 1000 alertes, mais il n'y en a que 3 qui ont une severity high et un score de confiance de 99%, je vais me concentrer sur ces 3-là. Je sais que là, il y a quelque chose d'important et je sais que là, je peux agir. Et in fine, on passe aux réactions, donc au dernier défi. Donc, j'ai déterminé les alertes importantes. Maintenant, il faut aller plus loin. On voit donc la description de l'alerte. On se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je comprends cette alerte? Est-ce que je peux réagir? Comment? Quel système je dois piloter pour corriger le problème à la racine? Comment supprimer la cause aussi? Et là, notre système utilise aussi du LLM. Donc, c'est du machine learning et c'est du LLM. On propose toujours une description en langage naturel associée aux alertes. Donc, non seulement on a toutes les données techniques, mais on explique aussi de façon très simple ce qui se passe. Ici, par exemple, on se rend compte que un utilisateur essaie d'utiliser l'API v1/info pour obtenir des informations d'autres utilisateurs. Et on l'explique en fait de façon simple comme on pourrait l'expliquer à un collègue. Et ensuite, on fournit tous les détails. Voici les paramètres qui ont été utilisés. Après, si on clique sur un bouton, on a ce qu'on appelle la evidence, donc la preuve. On a vraiment les calls API en détail. Mais déjà, voilà, ça permet de comprendre beaucoup facilement ce qui se passe. Et le système, encore une fois, en langage naturel, il m'explique l'utilisateur a eu accès avec succès à 9 ressources, alors que normalement, les autres utilisateurs, ils accèdent à une seule ressource. Donc, ça peut être une anomalie grave. Quel est le problème? Quel est l'impact business? Donc là aussi, en langage naturel, ça peut amener à une fuite de données. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des recommandations en langage naturel sur ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir un ticket auprès des développeurs, parce que là, il y a un problème de posture. Donc, certes, je peux réagir par rapport à cette attaque, mais s'il y a une vulnérabilité, il faut quand même la corriger. Et en même temps, il faut bloquer l'attaquant. Bien entendu, le blocage de l'attaquant peut être aussi automatique. Donc, c'est pas forcément une action manuelle.
le système API Security peut lui-même envoyer une commande vers un firewall et bloquer l'attaquant qui a eu ce comportement. Donc, pour résumer, on voit que l'intelligence artificielle du côté de la défense peut être utilisée dans plusieurs stades. Donc, par rapport à la donnée, en fournissant automatiquement un inventaire des API et depuis plusieurs sources de façon fiable et en comprenant quelles sont les caractéristiques, quelles sont les relations entre les API. Ensuite, on peut agir par rapport aux faux positifs en apprenant le contexte en fait d'utilisation des API et donc en réduisant au maximum les fausses alertes. On peut prioriser les alertes grâce à une attribution automatique de score de criticité et de confiance. Et enfin, on permet aux défenseurs de réagir de façon plus rapide et plus appropriée grâce à des explications en langage naturel, grâce à des preuves et grâce à des réactions qui sont automatiques. Donc revenons maintenant au paysage global avec les attaquants et les défenseurs. Donc pendant ces 30 minutes ensemble, je vous ai montré que l'intelligence artificielle est un outil pour les attaquants. J'ai pris l'exemple de l'intelligence artificielle générative qui permet de réduire les barrières de connaissance pour mener des attaques. Ça permet d'accélérer les attaques parce que la reconnaissance est accélérée et parce que les attaques après peuvent être automatisées de façon plus simple. Et du côté des défenseurs, on se rend compte que face à cette nouvelle donne, donc la vitesse des attaques, la présence de plus d'attaques, parce que c'est plus simple d'attaquer, tout simplement, il faut aussi s'équiper avec des systèmes qui sont plus avancés. Et donc là, on va utiliser l'intelligence artificielle, pas que l'intelligence artificielle générative, mais plus globalement du machine learning. Il faut tenir tête à ces nouveaux enjeux. Et les LLM aussi sont utiles, on l'a vu, pour décrire les alertes, pour aider à la compréhension et à définir la réaction. Donc je termine avec une image générée avec une intelligence artificielle générative, bien évidemment. Ça représente l'état actuel des menaces. On assiste à une course à l'armement. Il y a ceux qui utilisent ces technologies et ceux qui ne les utilisent pas. Donc la disproportion de moyens, elle est énorme. Entre l'individu à gauche et celui à droite, qui voulez-vous être? Les attaquants, eux, ils ont déjà choisi leur camp. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. Stand Akamai, il est à quelques mètres d'ici. Vous sortez, après, il est au milieu de l'espace du salon. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très très intéressant. Et j'ai une question relative à les attaques qui maintenant arrivent avec la nouvelle création de ces modèles de LM qui sont spécifiés pour les hackers. Est-ce qu'il y a une tendance à utiliser des attaques spécifiques avec ces modèles qui ont maintenant monté ou c'est tous les attaques possibles maintenant qui ont monté au niveau de, disons, d'utilisation? Ou il y a une tendance à une utilisation spécifique? Et une petite deuxième question, est-ce qu'il y avait avant des attaques qui ont été théoriques, mais maintenant avec l'accès à les données et accès à ces LM, maintenant c'est pratique et on voit qu'il y a des hackers qui utilisent ces attaques-là qui avant étaient seulement théoriques? Alors, je pense que tout dépend des systèmes qui sont utilisés. Donc, on sait qu'un système peut être entraîné avec un jeu de données et donc il peut être entraîné pour des tâches spécifiques. Donc, en fonction des systèmes qu'on utilise, en effet, il y a certains types d'attaques qui peuvent être facilités. Alors, je pense que comme la barrière pour accéder, pour devenir attaquant, en fait, elle est plus faible aujourd'hui, on verra beaucoup plus d'attaquants, on va dire débutants. Et donc avec des attaques qui sont relativement simples mais qui seront très nombreuses. Donc typiquement celles qui sont basées sur les top 10 WASP API, donc les menaces les plus courantes. On l'a vu avec ChatGPT, il se focalisait sur ces menaces-là. Et en même temps, on verra aussi des attaquants qui utiliseront des systèmes hautement spécialisés, donc des attaquants qui, eux, ont déjà des compétences et eux, ils essaieront d'aller beaucoup plus loin. Et donc, je pense qu'il y aura des attaques plus sophistiquées. La deuxième partie de la question, c'était par rapport à la possibilité de réaliser d'autres attaques qui n'étaient pas possibles avant. Je pense que oui,
parce que aujourd'hui, alors là aussi, si on est compétent, si en plus on est expert d'intelligence artificielle, là on peut entraîner un système en utilisant une masse de données qui était inimaginable avant. Et ça va bien au-delà du machine learning. Avant, on pouvait le faire avec le big data, le machine learning, mais aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus avancé. Ces techniques, en fait, permettent d'avoir vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué. Donc, oui, je pense qu'il y a des attaques qui n'étaient pas possibles avant, surtout quand on veut aller plus loin ou brasser un très grand nombre d'API. Et ce sera possible maintenant. Oui, ça donne le sentiment qu'en fait, on va avoir une IA qui va attaquer et une IA qui va défendre, et d'avoir deux IA qui communiquent avec quelques humains entre les deux qui interfèrent en fait entre ces communications-là. Je pense que ce sera de plus en plus le cas, en effet. C'est une course à l'armement avec des systèmes qui vont finalement s'attaquer entre eux. En tout cas, enfin, avec un attaquant et un défenseur qui sont pilotés par l'IA. Après, je pense que l'humain a toujours sa place là-dedans, parce que il faut voir l'IA comme un système qui facilite les choses, qui permet d'avoir des analyses plus pertinentes, mais in fine, il y a des prises de décision qui doivent être faites par des humains. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Bonjour, merci pour la présentation. Au niveau des systèmes de défense, avec l'arrivée justement des IA qui aident énormément les attaquants, quel est l'état de l'art un petit peu? Parce que je vois sur des stacks XDR, open source, j'ai l'impression que c'est un peu vraiment encore basé sur de la reconnaissance de pattern. Est-ce que c'est actif? Est-ce qu'aujourd'hui on développe des contre-mesures? Il y a une nouvelle génération de solutions de sécurité API qui utilisent ces techniques. Et effectivement, c'est pas basé sur de l'open source. C'est plutôt des développements propriétaires basés sur des recherches scientifiques. C'est-à-dire que, par exemple, si je considère ce qu'on fait chez Akamai, on a beaucoup d'ingénieurs qui sont experts dans le monde de l'intelligence artificielle et qui développent des modèles de façon spécifique pour le produit API Security. Je pense que nos concurrents ont une approche qui est assez similaire, mais c'est vraiment une nouvelle génération de produits. Donc, on peut pas utiliser un WAF en fait pour ce type d'attaque. En tout cas, pour les attaques sophistiquées, comportementales, il faut vraiment passer à une génération d'outils qui sont complémentaires. Je ne veux pas dire que le WAF n'est plus utile, mais en même temps, il faut arriver à vraiment faire du comportemental plus. Et donc, il n'y a que des outils propriétaires aujourd'hui qui sont capables de le faire. Merci.